On va parler maintenant de qualité de l'air. On a Bruno Housset qui est avec nous. Il est pneumologue, chef du service de pneumologie au Centre hospitalier intercommunal de Créteil en France, mais aussi président de la Fondation du Souffle. Bonjour, Monsieur Housset. Bonjour. Et en fait, ce qui vous amène ici, c'est qu'on a un grand congrès qui se déroule déjà en provenance de 25 pays qui sont réunis au Centre des congrès de Québec. C'est pour la biennale de l'espace francophone de pneumologie. Et vous écoutez notre invité nous parler de ce qui se passait en Californie. Inévitablement, il y a un lien à faire. D'ailleurs, vous avez vécu à Oakland, vous avez vécu de grands feux là-bas. Oui, j'ai vécu à Oakland et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a 25 ans maintenant, où il y a eu un feu terrible. Et effectivement, ces feux, ces incendies de forêt, mais aussi de zones habitées, c'est le cas à Berkeley et Oakland, qui sont très très boisés, mais avec des habitations à l'intérieur. Et donc, c'est à l'origine d'une fumée épaisse de gaz toxiques, de poussières qui vont être inhalées et qui vont provoquer une inflammation respiratoire. Ce sont des épisodes qui se sont multipliés, qui sont appelés à se multiplier? En fait, ça va être appelé à se multiplier du fait du dérèglement climatique. On va avoir une augmentation en fait de la fréquence des feux de forêt avec une augmentation des risques respiratoires associés. Ces risques respiratoires, est-ce qu'on a eu tendance à longtemps les sous-estimer? Est-ce que maintenant on a un portrait plus juste de la situation, plus dramatique aussi, Monsieur Housset? On commence à mieux les identifier parce qu'on a des études épidémiologiques extrêmement puissantes qui permettent maintenant d'identifier les conséquences sanitaires en fait de cette exposition à la pollution. Alors les feux de forêt c'en est une, mais aussi tout ce qui est lié au trafic automobile. Ah oui, parce que là, écoutez, on va les nommer, on va faire l'éventail, là, on n'en finit plus. Alors, qu'est-ce qui nous menace à l'heure actuelle? Tous ces contaminants qu'on trouve autant à l'extérieur qu'à l'intérieur? Alors, on a bien sûr cette contamination intérieure. On passe 80% de notre vie à l'intérieur de locaux. Et donc, les meubles qui sont... Alors, bien sûr, vous bénéficiez aussi de la pollution extérieure qui rentre dans les locaux. Mais vous avez en plus des substances qui peuvent être libérées par des meubles qui sont présents, qui libèrent les peintures, par exemple, des composés organiques volatiles, donc pulmonaires, qui sont des substances qui sont agressives pour le muqueuse respiratoire. Oui. La circulation automobile, là, alors, la circulation automobile, tout ce qui est émission de particules par les véhicules à essence. Alors, on a beaucoup incriminé le diesel, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les véhicules à essence libèrent également des particules qui vont agresser le poumon. Et plus les particules sont petites, plus elles vont être agressives pour l'organisme et vont bien sûr provoquer des lésions pulmonaires, mais aussi passer dans le sang avec des complications cardiovasculaires. Et on commence à connaître maintenant des complications métaboliques, le diabète par exemple, ou aussi des complications neurologiques avec des anomalies cognitives. C'est-à-dire qu'il y a des démences qui ont été décrites et il y a de belles études faites au Canada qui montrent que plus vous habitez près d'une route à forte circulation, plus vous avez un risque éventuellement de développer une démence. Ah oui. C'est vrai. Et il y a toute une panoplie de maladies qui sont associées à ces microparticules. Absolument, parce qu'elles passent dans le sang et qu'elles effet dans le sang. Il y a des études qui sont en train d'être publiées sur les enfants, par exemple, montrant qu'il y avait un développement cognitif qui pouvait être altéré chez les enfants. Le développement cognitif. Ouais. Donc ça touche, bien sûr, le risque, il n'est pas majeur au sens où ça ne veut pas être beaucoup d'enfants, mais comme le risque, même s'il est petit, ça va toucher tout le monde, ça fait à la fin beaucoup de personnes. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas tous égaux? Est-ce qu'il y a des gens qui semblent mieux protégés ou est-ce que ça nous rattrape tous de la même façon? Pas tous de la même façon. Quand on est dans une situation socio-économique difficile, on est plus exposé aux risques parce qu'en général, vous avez une habitation qui va être près justement des axes à grande circulation. Donc, en fait, les milieux défavorisés sont plus exposés aux risques liés à la pollution. Oui. Des fois, on croit innover, Monsieur Housset, on croit qu'on améliore la santé publique. Pouvez-vous nous donner des exemples d'améliorations qui finalement n'en sont pas? Ça s'est pas avéré les solutions miracles qu'on pensait. Par exemple, surtout ce qui est proposé par les constructeurs automobiles de façon à limiter en fait l'émission de polluants par les véhicules. Ils vont proposer des catalyseurs en fait qui peuvent éliminer par exemple les dérivés oxygénés de l'azote. Et si le moteur n'est pas chaud, en fait, vous allez libérer de l'ammoniac. Et si vous libérez de l'ammoniac, que vous ne percevez pas, parce que les concentrations sont très faibles, ça va se recombiner avec d'autres combinés de l'azote et former des particules secondaires. Donc vous voyez, en voulant bien faire avec ce catalyseur, on va en fait générer de nouvelles particules. Oui, c'est contre-productif. Il faut quand même à terme qu'on fasse disparaître, si c'est possible, les moteurs à combustion. Ça aiderait beaucoup. Oui. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a nos habitudes personnelles, la composition de nos meubles, vous l'avez mentionné, il y a de la chimie partout, pas toujours positive. Et puis chez vous, il y a le tabac.
Vous dites chez nous, mais c'est chez vous, dans votre domicile, partout dans le monde. De plus en plus, on est obligé de fumer dehors. Le tabac, et le tabac est un des polluants principaux, un des principaux polluants qui est exposé. Le tabac. Ouais. Et on se l'auto-inflige. Oui, donc, mais en plus, on se le fait infliger. Il y a la fumée secondaire. Et il y a le tabagisme passif qui, effectivement, est à l'origine aussi de complications respiratoires. Et qu'est-ce que vous pensez de les alternatives, c'est-à-dire la cigarette électronique, par exemple? Alors, la cigarette électronique, maintenant, il commence aussi à sortir des travaux qui montrent que ça a un effet, inflammatoire au niveau de l'arbre bronchique. Il y a des travaux qui ont été faits chez des adolescents et qui montrent que ces adolescents qui utilisent la cigarette électronique ont plus souvent, ils crachent plus souvent que les autres. Et donc, ça a un effet quand même sur l'arbre respiratoire. Oui. Donc, je pense qu'on ne peut pas favoriser, en fait, l'usage de la cigarette électronique en dehors de l'arrêt du tabac. Il a été montré qu'on pouvait arrêter de fumer en utilisant la cigarette électronique. Dans ces cas-là, les inconvénients de la cigarette électronique sont bien moindres que ceux du tabac. Et donc ça vaut la peine d'utiliser ce moyen pour arrêter de fumer, en essayant à terme d'arrêter complètement. Alors bon, il y a la cigarette, il y a la qualité de l'air, on gagne à aérer, les axes routiers à éviter. Vous, quelles sont les solutions pour améliorer la santé publique que vous trouvez les plus prometteuses? Sur quoi il faut travailler d'urgence? Les plus logiques, c'est de réduire l'émission de polluants. Et l'émission de polluants, actuellement, c'est une bonne partie de la circulation automobile, et c'est aussi l'utilisation de la combustion du bois. Et donc la combustion du bois, le chauffage au bois libère des particules qui peuvent être toxiques. Donc c'est de s'intéresser aux véhicules, à la circulation automobile. Mais si vous prenez l'exemple de la Californie, ils ont réduit en fait la pollution automobile en étant draconiens sur les moteurs, la motorisation, l'utilisation des moteurs diesel. Et donc ils ont montré, il y a un très beau papier qui montre qu'on améliore le développement pulmonaire de l'enfant avec cette réduction de la pollution. Oui. Et il y a d'autres exemples dans le monde où en limitant la circulation diesel, on améliore la santé d'une façon générale, la santé respiratoire en particulier. Oui. Trop d'auto, est-ce qu'on gagne? Est-ce que c'est un enjeu de santé publique aussi de passer de l'auto à plus de transports en commun? Il faut utiliser des transports non polluants, des transports propres, donc éventuellement des véhicules électriques, par exemple, c'est une solution possible, et puis les transports en commun, en sachant que dans les transports en commun, il y a aussi une pollution qui existe. Oui. Ah oui, dans les métros, par exemple, on a mesuré la pollution et il y a une libération de particules. Dans les métros. En tout cas, le métro parisien. Je ne veux pas dire ce qui se passe ici au Canada. Non, mais ça a des chances d'être la même chose. Oui. Alors, on a créé un problème, Monsieur Housset, qu'on a longtemps sous-évalué. Là, les études pointent dans le même. Il y a un faisceau quand même. Là. Oui, absolument. Ça, c'est clair que c'est un enjeu important de santé publique et que ça menace nos enfants parce que on se rend compte que ça a des conséquences à long terme. Par exemple, vous avez probablement entendu parler de ce qui s'est passé à Londres en 1952. Il y a eu un pic de pollution terrible pendant quelques jours et les chercheurs ont regardé ce qui était advenu des enfants de moins de 1 an qui étaient présents à Londres pendant cette période et puis ils ont comparé à ceux qui n'étaient pas à Londres. Ils ont regardé la fréquence de l'asthme et il y avait 20% d'asthme en plus dans l'enfance chez ceux qui étaient à Londres lorsqu'il y a eu cet épisode de pollution. Donc oui, ça a des conséquences à long terme que d'être exposé à la pollution. Est-ce que là, sais-tu combien de gens est-ce qu'on est là on voit de plus en plus, on est capable d'associer la pollution ou les problèmes de pollution à des morts concrètes? C'est extrêmement difficile. Quand vous mourrez, on ne s'est pas marqué pollution sur votre front, donc c'est difficile de savoir que c'est effectivement ça qui vous a tué. Mais les études épidémiologiques qui suggèrent que dans le monde, il y a à peu près 4,2 millions de personnes qui meurent chaque année du fait de la pollution par ce qu'on appelle les particules de moins de 2,5 microns. Oui. Et donc c'est à peu près ça. Il faut y rajouter la pollution intérieure, domestique, et vous arrivez aux alentours de 7 millions de morts au total liés à l'environnement, de l'air, à la qualité de l'air. C'est devenu un grand problème. On parle souvent de la Chine, de certaines villes très polluées, de l'Inde, mais c'est devenu un grand problème aussi en Europe et en Amérique. Partout où on utilise l'automobile, il faut s'intéresser au sujet et essayer de réduire la pollution. Et on parle de planter des arbres, des fois, comme d'une solution magique. C'est pas une solution magique. En fait, ce qui est intéressant, c'est les relations qui peuvent exister entre pollution et dérèglement climatique. Les vagues de chaleur, par exemple, sont plus toxiques quand il y a aussi une pollution associée. Et on sait que la végétation va diminuer en fait l'effet de ces vagues de chaleur.
ça va être moins violent en termes de dérèglement climatique, en termes d'élévation de température quand vous avez des espaces verts. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui sont peut-être appelés à mourir des conséquences de ces maladies pulmonaires. Monsieur Housset, ça pourrait dépasser aussi le risque que présentent les maladies cardiovasculaires. C'est ce que rappelait un invité sur nos ondes ce matin. C'est surtout cardiovasculaire actuellement, les décès qui sont identifiés comme tels. Le problème, c'est d'arriver à la pollution. Alors, c'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile de faire la part des choses. Probablement, on va identifier de mieux en mieux les conséquences respiratoires de la pollution, avec le risque de voir augmenter en fait les risques de décès liés à la pollution. Ça touche quand même des gens qui sont vulnérables. Hein. C'est pas tout le monde qui va être exposé et qui risque de mourir de la pollution. On sait que ceux qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, comme de l'asthme ou la BPCO en français, mais c'est MPOC en canadien, ceux-là sont plus à risque d'avoir des problèmes liés à la pollution. Les sujets âgés ou les très jeunes, et le fœtus, même dans le ventre de sa mère, est exposé à ce type de complications. Monsieur Housset, on espère espérer. Alors, il y aura sûrement aussi, il y a des solutions qui sortent de cette réunion internationale qui réunit plus de 25 chercheurs issus, des chercheurs issus de 25 pays qui sont au centre des congrès de Québec pour cette biennale de l'espace francophone de pneumologie. Bruno Housset, merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité.